Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de la mort de Quentin. S'agit-il d'un guet-apens ou se sont-ils rencontrés par hasard? Qu'ont fait ces jeunes gens? À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? 3 jeunes sont roués de coups. L'un d'eux va rester au sol. Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. Que ce soit bien clair. C'est nous qui sommes agressés. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 19 février 2026. La France dans tous ses états, avec Maud Koffler qui est à mes côtés, qui participe à la sélection des informations que nous vous donnons, et puis Julien Delmas qui s'assure de l'irréprochable qualité de cette émission, et Emmanuel Galasso, la clé de voûte du programme. Parce que c'est lui que vous appelez au 0826 300 300. Le lien avec nos auditeurs et notre raison d'être. Voilà. Et sans Emmanuel Galasso, nous n'aurions pas l'interlocuteur fantastique qui nous permet de vous écouter, de vous recevoir et de vous faire participer à l'émission. De quoi on va vous parler aujourd'hui? On va commencer par vous parler à midi 10 du grand retournement. Le grand retournement auquel on assiste-t-on à l'inversion du Front républicain au détriment de la France insoumise ou en faveur du Rassemblement national? On verra ça. La Jeune Garde est-elle la faute de trop de Jean-Luc Mélenchon? Nous en discutons à 12h10 donc avec l'excellent Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle Revue Politique et un des plus éminents politologues du paysage politique français aujourd'hui. La traque des pédocriminels ne doit pas baisser la garde. Et pourquoi il ne faut surtout pas considérer que ce combat défrayé par l'affaire Epstein, on dit ça y est, non, tout on savait. Et nous serons avec Arnaud Gallet, auteur de J'étais enfant et président de l'association Move Enfant, et nous décrypterons cette actualité qui reste encore très chaude. De 13 à 14 heures, je recevrai Virginie Martin, auteur de Jeux de pouvoir, quand les politologues regardent des séries télé. Et oui, avec elle, nous allons comprendre en quoi ce ne sont plus les grands récits, Saint-Simon, Victor Hugo, Lamartine, Zola, qui inspirent notre classe politique, mais des séries télévisées. 12 politologues ont été consultés, ils ont donné leur avis en choisissant des séries télé connues, certaines d'entre elles très connues, et on va voir que c'est devenu aujourd'hui un peu la référence dialectique de la classe politique, et voilà, c'est séquence très intéressante. Et puis avec Maud Koffler, on a balayé l'actualité, il y a beaucoup de choses assez intéressantes, et puis on verra notamment pourquoi Jacques Lang, lors de sa 3e nomination à la tête de l'Institut du monde arabe, a organisé une exposition des œuvres d'une artiste tout à fait respectable, si ce n'est que c'est la fille de Brigitte Macron. Voilà, on décryptera un petit peu cette particularité. Voilà l'actualité du jour, et je vous invite à nous rejoindre et surtout préparez votre téléphone 0826 300 300 parce qu'Emmanuel Galasso attend vos appels. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors c'est pas seulement une humeur, je suis dans tous mes états aujourd'hui, Maud, Julien, Emmanuel et vous, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio. C'est pas que je vais vous révéler un scoop, mais j'en ai marre, je vais vous parler sexe. Je vais vous parler sexe, pas sexe des gens. Je vais vous parler du sexe des cours d'eau, parce qu'en France, les cours d'eau ont un sexe, les fleuves, les rivières, et j'en ai marre depuis 3 jours. Alors, il y a une tragédie climatologique, météorologique qui se passe dans l'ouest de la France. J'en ai marre d'entendre parler du Maine-et-Loire. On va dans le Maine-et-Loire, le Maine-et-Loire est inondé, ce n'est pas le Maine-et-Loire, c'est la Maine-et-Loire. De même qu'on ne dit pas « je vais dans le Seine-et-Marne », mais « je vais dans la Seine-et-Marne ». On ne parle pas du Saône-et-Loire, mais de la Saône-et-Loire. On dit bien « j'habite je dis pas j'habite le Meurthe-et-Moselle, mais la Meurthe-et-Moselle ». Eh bien, même chose, on n'est pas dans le Maine-et-Loire, ce n'est pas le département du Maine-et-Loire, c'est le département de la Maine-et-Loire. Pourquoi? On va faire un cours de géographie. Le nom des départements français est souvent inspiré par une situation géographique. Quand c'est des montagnes, c'est les Alpes, Hautes-Alpes, Bas-Alpes, les Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Pyrénées-Atlantiques, les Vosges, le Jura. Et comme il y a beaucoup de cours d'eau en France, des fleuves, des rivières, c'est curieux d'ailleurs, le mot fleuve est masculin, parce que quand c'est long et large, et puis la rivière, comme c'est fin et sinueux, c'est masculin. Les noms des cours d'eau ont valu leur identification à beaucoup de départements. La Maine-et-Loire, c'est quoi?
Alors, c'est la jonction de deux cours d'eau. Je vous disais la Seine et la Marne, ça peut être la Saône et la Loire, ça peut être la Meurthe et la Moselle. La Maine, c'est ce cours d'eau, c'est une rivière très courte, une des plus courtes de France, qui traverse la ville d'Angers. Elle est la confluence de la Sarthe, du Loir et de la Mayenne. Et comme on ne savait pas exactement lequel des trois cours d'eau était majoritaire, était plus important, on a décidé de lui donner le mot la Maine. Un peu comme la Gironde, c'est la Dordogne et la Garonne. Aujourd'hui, on sait, en mesurant les cours d'eau, un nom de cours d'eau est donné au cours d'eau qui est le plus gros débit sur la plus grande distance. En fait, c'est la Gironde qui coule c'est la Dordogne qui coule à Bordeaux et c'est la Garonne qui se jette dans la Dordogne. De même, si vous saviez, ce n'est pas la Seine qui coule à Paris, mais c'est l'Yonne qui est plus importante. Et alors là, grand drame, à Orléans et à Nantes, ce n'est pas la Loire qui traverse le fait, mais c'est l'Allier. Mais bon, on va pas remettre ça en cause. Donc, la Maine et Loire. La Maine est la confluence de la Sarthe, du Loir et de la Mayenne. Elle se jette dans la Loire à un endroit qui s'appelle Bouchemaine, mais c'est une rivière qui porte un nom féminin. Donc, c'est bien le département de la Maine-et-Loire. La Maine-et-Loire et pas le Maine-et-Loire. Eh ben, on entend toute la journée, sur toutes les rondes, parce que l'actualité, le Maine-et-Loire, du Maine-et-Loire, même les élus locaux, même le préfet, même le président du conseil départemental sont incapables de rectifier. On est là, les premiers, je pense, dans l'histoire de France. On dit le Maine-et-Loire depuis des décennies. Je pense que nous sommes les premiers à révéler. On dit bien le département du Rhône, c'est le Rhône qui traverse Lyon. On dit bien la Corrèze, département de la Corrèze. Je visite la Corrèze parce que c'est une rivière au nom féminin. On va dans le département du Doubs, dont est élue Madame Genevard. C'est le département du Doubs parce que le Doubs est un cours d'eau à un nom masculin. Et c'est le département de la Vendée parce que la Vendée est un nom féminin. Alors, est-ce qu'on peut appeler un chat, donner le bon nom des cours d'eau parce qu'ils sont soit féminins, soit masculins? Il n'y a pas, je suis désolé, il n'y a pas de cours non binaires. Il n'y a pas de transgenre dans les fleuves, c'est emmerdant. Donc, le Maine-et-Loire, c'est un fleuve, c'est un département transgenre. Non, il n'y a pas de non-binaire. Surtout les Maine-et-Loire, c'est l'ancienne province. C'est l'ancienne province d'Anjou. Alors, d'où est venue la confusion? La confusion est venue du fait que il y a une ancienne province française qui s'appelle le Maine, qui est aujourd'hui constituée par le département de la Mayenne et de la Sarthe. Le Maine, c'était un duché du domaine royal. Le fils aîné de Louis XIV et Madame de Montespan était duc du Maine. Et donc, c'est le mot de l'ancienne province qui est venu se substituer au nom de la rivière qui traverse Angers, et on a dit le Maine-et-Loire. Il y a même un État américain qui s'appelle le Maine, qui vient de là. Le Maine est une ancienne province française qui n'a rien à voir avec le département de la Maine-et-Loire qui représente l'ancienne province d'Anjou avec capitale Anjou. Le Maine, c'est Le Mans. Donc, c'est sans la confusion. J'appelle tous les médias, tous nos confrères, tous nos collègues, toute la classe politique, arrêtez de massacrer, de faire cette faute grammaticale de français. Arrêtez, je vous en supplie. Et je vais conclure cette humeur, cet état d'âme dans tous ces états. On ne dit pas vive le France, mais on dit vive la France. Et évidemment, c'est sur Sud Radio qu'on vous dit vive la France. Et ben voilà, on a terminé l'émission. Merci Perico. La France insoumise est-elle en train de se faire dévorer par ses enfants, par Raphaël Arnaud et la Jeune Garde? On en parle avec Arnaud Benedetti dans un court instant. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La France insoumise est-elle en train de se faire dévorer par ses enfants, par Raphaël Arnaud, par la Jeune Garde? En tout cas, le ver est dans le fruit et le fruit semble pourrir à toute vitesse. Depuis la mort de Quentin et malgré les 11 arrestations annoncées, notamment celle de 2 collaborateurs du député Raphaël Arnaud, dont un directement impliqué dans le meurtre de Quentin, Jean-Luc Mélenchon tente d'imposer sa version des faits en accablant l'extrême droite et n'hésitant pas à glorifier de nouveau la Jeune Garde, comme si rien ne s'était passé. On en parle avec le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Politique, Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Arnaud Benedetti, merci d'être aujourd'hui sur Sud Radio. Vous êtes l'homme de la situation parce que je suppose, je ne veux pas dire que vous vous régalez, mais vous reconnaissez que l'actualité est particulièrement passionnante. Pour un politologue comme vous, on peut parler de grands rentournements. Assiste-t-on à l'inversion du Front républicain au détriment de la France insoumise ou en faveur du Rassemblement national? Tout ça est lié. Première question, Arnaud Benedetti, c'est un vrai, non seulement changement de paradigme, c'est un vrai coup dur pour la France insoumise. Oui, c'est un coup dur pour la France insoumise, vous avez raison de le dire, mais la France insoumise adopte une stratégie où, d'une certaine manière, non seulement ils assument leur lien avec la Jeune Garde, il suffit d'écouter, ça a été rappelé, Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs d'autres responsables de la France insoumise, mais en plus ils pratiquent l'inversion accusatoire, puisque pour eux le problème n'est pas tant la violence exercée
par ce groupe d'ultra-gauche que constitue la Jeune Garde, qui est d'ailleurs en cours de dissolution, que ce qu'il pointe du doigt, c'est-à-dire l'extrême droite qui serait responsable finalement de la violence dans la rue et ailleurs, de la brutalisation de la société. En effet, ce que nous dit cet événement, il nous dit 2 ou 3 choses. Il nous dit une chose importante d'abord, qui est un rappel historique, c'est que l'extrême gauche, historiquement, a partie liée avec la violence. Donc ça, c'est un point qui est, à mon sens, très important et qu'il faut rappeler. Ce sont des méthodes qui ont été utilisées par le passé, dans un lointain passé comme dans un passé plus proche. Dans un lointain passé, si on se réfère même jusqu'à la terreur sous la Révolution française ou aux bolcheviks en 1917, ou aux trotskistes également. Et c'est un passé récent, souvenons-nous, dans les années 70, où une partie de l'extrême gauche, dans un certain nombre de pays, en Allemagne, en Italie, en France, dans une moindre mesure, avait basculé dans le terrorisme. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a une erreur fondamentale d'analyse quand on dit que cette extrême gauche est fascisante. Elle n'est pas fascisante. Elle est ce qu'elle est historiquement, comme je viens de le rappeler. Le fascisme et l'extrême gauche sont 2 catégories politiques qui utilisent la violence, mais qui ne poursuivent évidemment pas les mêmes buts. Je crois qu'il faut le dire et le rappeler. Tout à fait. Et on le fait sur cette antenne régulièrement. Et je le sais. Et le troisième point important, c'est qu'on a généré, en effet, du côté de l'extrême gauche et de la France insoumise, une génération de jeunes militants qui veulent en découdre et qui considèrent que la violence est un moyen aujourd'hui de renverser l'ordre social et l'ordre institutionnel et démocratique dans lequel nous vivons. Donc en effet, c'est un processus qui est particulièrement inquiétant, qui est documenté. Il y avait un très bon article, vous me permettrez de faire un peu de publicité pour la revue, pour la nouvelle revue politique, d'Olivier Vial samedi, qui expliquait parfaitement qu'il suffisait de lire un certain nombre d'écrits de penseurs d'extrême gauche pour montrer que cette violence était théorisée à des fins politiques. Et on a malheureusement cette illustration avec cette tragédie qui s'est passée à Lyon et avec le meurtre, parce qu'il s'agit d'un meurtre du jeune Quentin. Il est vrai dans l'histoire, et vous avez raison de rappeler que dans sa dialectique, le mouvement d'extrême gauche passe à la violence parce qu'il considère que c'est une arme légitime. Pour autant, ce qui avait marqué les esprits et les consciences, c'était les milices fascisantes. Lesquelles ? Celles de l'Italie de Mussolini, la phalange espagnole, les chemises brunes, évidemment, d'Hitler. Ensuite, plus récemment, on a pu avoir une confusion entre extrême droite et skinhead, et que c'est vrai qu'on se disait que c'était plutôt les fachos qui cassaient, plus que les gauchos. On a vu que c'est pas vrai. Voilà, il y a les blagues d'un côté... quand il y a des manifestations, et on voit bien que l'extrême gauche n'a pas perdu la main et reste violente. La question qu'on peut se poser, est-ce que dans sa stratégie, Jean-Luc Mélenchon ne se garde pas cette extrême gauche sous la main, dont il proclame qu'elle est la continuité des Insoumis, que ce sont des alliés, que ce sont des amis? Est-ce qu'on ne se garde pas la possibilité de dire, si nous ne gagnons pas les élections, c'est que le fascisme a gagné, et donc nous avons, nous, les moyens de continuer à nous battre, de défendre la République, de défendre la démocratie avec des moyens violents, parce que la situation politique l'imposera. Il ne rentre pas un peu dans cette logique en disant ça? Alors d'abord, une observation. On ne défend pas la République et la démocratie en utilisant des moyens qui relèvent d'une violence qui est illégitime de fait par nature. Donc il faut se poser la question de savoir aujourd'hui si... cette gauche radicale que constitue LFI et son surgeon d'extrême gauche appartiennent encore à un espace démocratique ou à un espace républicain. En tout cas, c'est la question que pose de manière dramatique ce qui s'est passé à Lyon et même d'autres événements auparavant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, on voit bien que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a la volonté aujourd'hui de construire une scène politique qui se réduise entre un affrontement entre la France insoumise et, pour aller très vite, le Rassemblement national et leurs alliés de l'UDR. C'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon d'arriver à ce second tour de l'élection présidentielle où, en effet, et là je vous rejoins, s'il était battu, il apparaîtrait après une élection d'un candidat ou d'une candidate du Rassemblement national comme celui qui est, disons, le défenseur et le rempart, et qu'il faudra utiliser en effet tous les moyens pour défendre à ce moment-là la République et la démocratie.
c'est vraisemblablement ce qui est aujourd'hui inscrit dans son logiciel, mais c'est un logiciel qui est extrêmement dangereux. Stratégie dangereuse dont il va certainement avoir des conséquences. Alors, je pense qu'il doit y avoir un socle. On a vu les sondages. Je pense qu'il y a 10% de son électorat des Français qui sont d'accord en disant le RN est une menace et toutes les armes, pas de liberté pour les ennemis des libertés, tous les arguments, toutes les armes sont bonnes pour combattre ce qu'on appelle l'extrême droite fasciste. En même temps, il va perdre évidemment une partie ou une grande partie de son électorat modéré. Vous pensez que là, compte tenu du calendrier, l'incidence est inévitable sur les élections municipales ? Oui, alors le problème est de savoir quelle sera la stratégie pour les élections municipales, la stratégie de LFI. Et surtout, quelle sera la stratégie du PS, parce que le PS n'est pas très clair, même si on voit qu'il souhaite s'émanciper encore plus aujourd'hui qu'hier. François Hollande a pris des positions très nettes, mais effectivement, Olivier Faure est beaucoup plus mesuré. Oui, mais enfin, sauf que François Hollande prend des positions très nettes en usant d'une pirouette, j'allais dire rhétorique, en disant finalement le LFI n'a pas rempli ses obligations après la constitution du nouveau Front populaire. La réalité, c'est que il dédouane le nouveau LFI en oubliant qu'il y a eu un certain nombre de dérapages et de provocations de LFI bien avant ces derniers événements et qu'il y a une continuité, j'allais dire, dans la radicalisation de LFI depuis maintenant plusieurs années et que quand il a conclu une alliance électorale avec eux, on était déjà dans ce bain de la radicalisation de LFI et il n'a trouvé rien à redire à ce moment-là. Ensuite, en effet, on entend un certain nombre de responsables socialistes qui nous disent quoi ? Ils nous disent pour les municipales, on verra au cas par cas. Au cas par cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans certaines villes, on est prêt à s'allier, qu'on est prêt à accepter le renfort de listes LFI sur des listes dites d'union de la gauche, je ne sais pas comment on les appellera. S'il y a besoin pour sauver une municipalité, ça semble le cas. Et ça, en fait, ça pose un problème aujourd'hui fondamental, c'est le problème de la fréquentabilité de cette extrême gauche-là. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que cette extrême gauche-là est fréquentable ou elle ne l'est pas ? Elle a été fréquentable, en tout cas, pour ceux qui ont mis en place la stratégie du Front républicain entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et ils ne sont pas les seuls à LFI et au Parti socialiste à l'avoir mise en place, puisque cette stratégie de Front républicain, elle a été aussi initiée par le bloc central, qui aujourd'hui, en effet, se retrouve lui aussi, d'une certaine manière, pris au piège de cette alliance électorale, de cette alliance électorale de l'entre-deux tours des élections législatives. Les arroseurs sont arrosés. Maud Koffler. En tout cas, François Hollande a dit hier que maintenant les alliances seraient impossibles, y compris aux municipales, à commencer par les municipales. La France insoumise, Arnaud Benedetti, vous l'avez dit, a fait le choix de la radicalisation, notamment en invoquant une sémantique choisie par Éric Zemmour en 2022, le grand remplacement, la guerre de civilisation. C'est vraiment maintenant le thème, en tout cas imposé par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pour aller chercher un nouvel électorat ou est-ce qu'au contraire, là, la France insoumise a atteint son plafond de verre, selon vous ? Alors la France insoumise pense que vraisemblablement, au regard de ce qu'ils disent aujourd'hui et de ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas atteint un plafond de verre. Ils considèrent qu'ils sont les mieux placés pour être en tête à gauche dans une élection présidentielle et pouvoir franchir la barre du premier tour qui leur permettrait d'être qualifiés pour le second tour. Vous savez, la thèse qui est la thèse en cours depuis très longtemps maintenant à la France insoumise, c'est qu'il suffit de récupérer 700 000 ou 800 000 voix, c'était la thèse d'Éric Coquerel, dans les quartiers pour permettre à Jean-Luc Mélenchon de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Ça reste vraisemblablement leur intention stratégique majeure aujourd'hui pour pouvoir en effet espérer arriver au second tour de l'élection présidentielle. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a une approche racialiste de la politique. Vous savez, ce point de vue-là, c'est assez frappant. L'extrême droite avait une approche racialiste de la politique dans les années 30. Aujourd'hui, l'extrême gauche a cette approche racialiste, c'est-à-dire qu'on va chercher des électorats qu'on assigne à leurs origines, au mépris finalement de ce qu'est la promesse républicaine. Hein. On les assigne à ce qu'ils sont et on les assigne à ce qu'on pense ce qu'ils sont, c'est-à-dire que finalement, je veux dire, on peut considérer qu'un musulman peut être naturellement islamiste, ce qui n'est pas le cas dans les faits. Mais enfin, en tout cas, on pense ça, on projette ça. Et on considère que c'est un renfort électoral qui va permettre l'élection. Arnaud Benedetti, petit paradoxe. On a aujourd'hui Jordan Bardella qui prend la tête de cette insurrection de la moralité en désignant du droit, en montrant du doigt la France insoumise qui s'avère être le parti quelque part totalitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Ils furent les premiers au Rassemblement national à dénoncer ce front républicain où il y avait une collusion de tous les autres partis pour montrer du doigt le RN, le diaboliser, l'extraire, le sortir de l'arc républicain. Est-ce qu'il n'est pas en train d'être
d'utiliser là des arguments et des armes qu'il a dénoncées quand c'était à son détriment et qu'il est en train de récupérer parce que c'est au détriment de son adversaire. Est-ce qu'il ne devrait pas faire un peu plus attention dialectiquement? Alors d'abord, vous avez raison, mais j'allais dire, c'est une vieille ruse de la politique et vous êtes suffisamment, j'allais dire, affûté pour expérimenté pour le savoir, que vous allez utiliser toutes les ressources politiques en fonction des circonstances. C'est de bonne guerre, vous allez dire, c'est ça? C'est de bonne guerre. C'est pas surprenant et c'est manifestement de bonne guerre. Après, si vous voulez, il y a un phénomène, si vous voulez, c'est une symétrie, un inversement, je veux dire. À mesure que LFI se radicalise, le Rassemblement national se déradicalise. Se normalise. Se banalise. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et ce qui fait que le Rassemblement national est dans une position où il considère qu'il est en mesure et en responsabilité, comme on dit aujourd'hui, de pouvoir agréger autour de lui et appeler à une sorte de front républicain renversé par rapport à ce qu'on a connu depuis 25 ans, voire 30 ans. Donc on peut conclure que Mme Ernotte et M. Mélenchon sont les meilleurs ennemis du Rassemblement national aujourd'hui en termes d'impact politique, si on fait une petite pirouette. Oui, un peu, si vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le Rassemblement national, en effet, bénéficie indéniablement de cette situation. On verra, hein, on va le voir assez rapidement dans les prochains sondages. Quel est l'impact de cet événement sur les élections municipales, qui seront forcément des élections municipales fortement nationalisées du fait de la proximité de l'élection présidentielle dans presque moins d'un an maintenant. Donc très politisé. Merci Arnaud Benedetti pour votre témoignage et je pense que le cours de l'actualité nous appellera à faire appel à votre science. Merci, à bientôt. Des animateurs suspendus pour suspicion de pédocriminalité. C'est un fléau qui malheureusement se porte bien. On en parle avec Arnaud Gallet dans un instant, mais juste avant les perles et vos appels au 0826 300 300 en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. C'est vraiment la crise à gauche, on vient d'en parler, à tel point que le site du nouveau Front Populaire a carrément été supprimé, Perico. Oui, suppression de ce site du Front Populaire. Front Populaire, c'était le rassemblement qui a précédé le Front Républicain. C'était l'union des partis de gauche après la dissolution de l'Assemblée nationale. La gauche, contre toute attente, alors peut-être que la stratégie du président Macron était que justement ils n'auront pas le temps de se rassembler, eh bien on monte le Front Populaire, à savoir la France Insoumise qui en était le leader, avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les écolos de Écologie Les Verts. Et puis, on a vécu comme ça depuis la dissolution, depuis les élections législatives de 2024, où ce groupe a constitué à l'Assemblée nationale ce qui est effectivement le groupe le plus important, même si c'est pas les partis les plus importants. Et la gauche vivait de cette union un petit peu artificielle, un peu tirée par les cheveux, parce que on a compris par la suite que les divergences restaient majeures, jusqu'au jour où le Parti socialiste a décidé de prendre ses responsabilités, de se comporter en partie de gouvernement et de participer, j'allais dire, à l'équilibre et au maintien de certains gouvernements, celui de Michel Barnier et de François Bayrou et même de monsieur Sébastien Lecornu. Et là, patatras, l'affaire de Ranc, de Quentin, met le feu aux poudres et fait en sorte que la France insoumise devient indésirable, infréquentable pour la gauche. Et tout d'un coup, le symbole NFP, le nouveau Front Populaire, qui était la résurgence d'une gauche qui n'existait pas depuis longtemps, disparaît des écrans. Bon, c'est un symptôme révélateur, certainement, de ce qui va être le discours de la gauche dans quelques jours. Et justement, 2 collaborateurs de Raphaël Arnaud ont été arrêtés, dont un profil vraiment lié à la jeune garde. Alors, il y avait Jacques-Élie Favreau qui était son assistant parlementaire, dont on a commencé à dire que oui, il était là, mais non, c'était pas vrai. Finalement, Jacques-Élie Favreau a été reconnu comme présent et ayant participé. Alors, il n'a peut-être pas donné des coups. Il a reconnu lui-même avoir été présent. Voilà, il regrette, il reconnaît, il regrette. Et il y a un autre collaborateur qui s'appelle Robin Chalandrin, qui lui est un assistant secondaire, c'est pas l'assistant principal. Et il y aurait même un 3e personnage qui a aussi été contracté par Raphaël Arnaud pour travailler avec lui à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de monde, le dossier est accablant et on en est aujourd'hui à considérer appel de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui a dit le Raphaël Arnaud ne peut pas rester
Elle ne demande pas ça. Enfin, on suggère que c'est sa démission de député, mais ça ne concerne que lui. En tout cas, elle demande à la France Insoumise de prendre ses responsabilités et de ne pas garder Raphaël Arnaud dans ses rangs, exactement comme si c'était passé avec Quatennens. Et ensuite, les autres leaders de gauche ont dit aujourd'hui, voilà, toute collusion est impossible. Donc, le grand retournement dont on parlait tout à l'instant avec Arnaud Benedetti devient une réalité. Et en tout cas, dans les faits, le NFP a disparu du site internet. Et puis la campagne des municipales nous réserve plein de surprises, en particulier à Paris. Oui, c'est une rappeuse qui s'appelle Coxy, qui est plein de talent. On voit surtout son spot quand elle est dans un scooter dans Paris. Et elle parle à un black qui l'agresse, elle l'envoie. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et elle a décidé qu'elle s'engageait aux côtés de Sarah Knafo dans la campagne municipale à Paris. Coxy ne dit bien, je ne rentre pas dans un parti politique. C'est une liste avec des candidats libres. J'aime Paris. J'ai besoin de m'exprimer et donc je trouve que c'est aux côtés de Sarah Knafo que je serai la plus efficace et que je retrouve les valeurs qui sont les miennes et surtout un espoir de changer ce que devient cette ville. Bon, c'est son droit le plus absolu. Comme c'est rigolo. Oui. Comme quoi tout le monde peut vraiment s'engager, quoi. Tout à fait. Engagez-vous. Et en tout cas, alors je sais pas si c'est une prise de guerre pour Sarah Knafo, mais ça mettra un petit peu de piquant et un peu de spectacle dans la campagne présidentielle. Elle est déjà à 10%, Sarah Knafo, hein. Donc, oui, selon les sondages, il y a des Parisiens, donc il y a un effet Knafo. Ensuite, est-ce qu'il y aura un front? Est-ce qu'il y aura, c'est pas un nouveau front populaire? Est-ce qu'il y aura un nouveau front de droite avec Madame Dati pour essayer de récupérer cette mairie? Nous verrons bien plus tard. Un streamer fait polémique hier en se moquant de la mort de Quentin. On a bien lu ou non, on a bien lu et on va entendre. Si l'extrême gauche avait une dignité, ça se saurait déjà. Mais là, à vrai dire, ça dépasse l'entendement. Alors, je cite pas souvent Jean-Marie Le Pen, vous l'aurez remarqué, mais vu les circonstances, ces mots trouveront sans doute des oreilles sensibles à sa pensée. Parce que lorsque Chirac est mort, l'adversaire historique de Jean-Marie Le Pen, l'ancien patron du Front National, avait écrit sur ses réseaux sociaux « Mort, même l'ennemi a droit au respect ». Alors, tout le monde ne peut pas avoir cette force de caractère, c'est sûr, question d'éducation sans doute. Et en voici la triste preuve. Hier, le streamer Clément Viktorovitch, en direct sur la plateforme Twitch, a explosé de rire en évoquant la mort de Quentin. Écoutez. Il était condamné. C'était pas soignable. Voilà. Comme le dit Pem, c'était pas soignable. Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. C'est drôle, la mort d'un jeune de 23 ans tabassé à mort par des antifas. Et puis, qu'est-ce qu'on se marre quand on voit le mec lui foutre un grand coup de pied dans la tête. En fait, vous voyez, je pensais en écoutant Jean-Luc Mélenchon rejeter la faute sur le collectif Némésis et défendre la jeune garde. Je pensais en lisant les tweets de Rima Hassan qui sous-entend que tout ça est un complot. Je pensais sérieusement qu'on avait atteint un niveau d'indécence indépassable. J'ai cru que tout le monde, tous les militants feraient acte de contrition ou au moins reconnaîtraient que parce qu'un cap a été franchi, il faut respecter un temps de paix. Mais non. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan ne sont plus dans une démarche pacifique depuis belle lurette et que tout dans leur lexique, dans leur sémantique et dans leur attitude, tout pousse à la violence. Alors forcément derrière ça suit et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui accusés d'être responsables du meurtre de Quentin. Et oui, c'est abject le rire. C'est insensé. Surtout que, il s'agit d'abord d'un jeune homme de 23 ans. Il est établi que c'était pas une agression de la part de Némésis, et de se réjouir comme ça à l'antenne, sachant qu'il est écouté par des centaines, des milliers de personnes. En direct. Non, mais ces gens sont bouffés par leur idéologie, quoi. Il n'y a plus aucune trace d'humanisme. Ça fait froid. C'est effrayant. À verser au dossier. Les auditeurs de cette radio apprécieront, et je ne sais pas comment Jean-Luc Mélenchon va pouvoir. C'est pas à lui à le justifier. Enfin, il a parmi ses soutiens des gens qui se permettent de ricaner, puisqu'il a ricané, donc de se réjouir de la mort du jeune Quentin Durand. Je ne crains rien. Détendu. Je me sens blanc comme neige. Une autre enquête se poursuit en ce moment à l'Institut du monde arabe, Perico. Oui, alors, c'est pas une enquête, c'est que on est en train de faire... On découvre des choses. On découvre des choses. Non, là, bien sûr qu'il y a une enquête. Il y a eu une perquisition à l'Institut du monde arabe pour connaître les tenants et les aboutissants de la gestion du monde arabe par Jacques Lang. On découvre le train de vie, les notes de frais, les liens entre le Institut du monde arabe et l'Élysée, des appels entre Monique Lang et Brigitte Bracon. Non, c'est nos collègues nos confrères du Canard enchaîné qui signalent une anecdote. Après sa 3e nomination, Jacques Lang a accueilli une exposition des œuvres d'une artiste.
d'une artiste qui était une vraie artiste. Ce sont des œuvres d'ailleurs pédagogiques. Et puis on apprend que cette artiste n'est autre que la fille de Brigitte Macron, donc la belle-fille du président de la République. On ne sait pas s'il y a un rapport de cause à effet. C'était quand même surprenant. Et puis là, alors, par rapport à la statue du monde arabe, la personne qui succède, donc c'est Anne-Claire Legendre, très proche aussi d'Emmanuel Macron. Alors attention, elle parle arabe, hein, donc alors que Jacques Lang ne parlait pas arabe. Mais enfin, on reste dans le giron. Les dernières nominations à la Cour des comptes et puis ensuite au Conseil d'État, enfin pas au Conseil d'État, j'ai oublié le Conseil constitutionnel. Non. Ah non, la Cour des comptes. La Cour des comptes et la Banque de France. Ah oui, la Banque de France suscité. Et là, on sait que à l'Institut du monde arabe, on n'a pas mis quelqu'un forcément pour sa compétence, mais pour ses liens avec le président de la République. Bon, on laisse Anne-Claire Legendre faire la preuve. D'ailleurs, elle fait le ménage. Et ensuite, on attend un petit peu pour voir si vraiment elle est à la hauteur, parce que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Pas vraiment. La polémique liée au lait infantile met en lumière des méthodes industrielles et médicales qui interrogent. C'est-à-dire que il y a dans cette polémique avec le lait infantile, avec empoisonnement des bébés, des laits des grands groupes industriels, et on découvre qu'effectivement il y a toujours le corps médical qui vient soutenir que toutes les précautions ont été prises, que les protocoles de fabrication sont très bien. Il y a toujours un grand médecin dans un groupe industriel pour donner une légitimité, pour donner une bonne conscience, pour apporter son label d'authenticité et de régularité aux protocoles industriels. Et puis on apprend que ces grands médecins, souvent ils sont rétribués ou ils bénéficient d'avantages ou de faveurs de la part de ces grands groupes industriels. Donc leur jugement n'est pas totalement impartial, n'est pas totalement neutre, n'est pas totalement gratuit. Donc ça jette une suspicion de plus sur la façon dont les grands groupes industriels gèrent leur communication et essaient de nous faire prendre des vessies par des laternes avec la bénédiction de médecins qui ne sont pas totalement toujours fidèles au serment d'Hippocrate. Vous savez pourquoi Gilbert Montagnier tutoie tout le monde? Non, parce qu'il vous voit pas. Des créateurs de contenu sur un terrain de rugby, mais c'est quoi cette idée? C'est l'idée de ce fou furieux que vous venez d'entendre avec ce rire très reconnaissable, Diego Sartu, 3,8 millions d'abonnés, amateurs de rugby bien sûr, qui a décidé de réunir 32 créateurs de contenu, influenceurs sportifs, lifestyle, humoristes, le tout sur un terrain de rugby pour le Crunch Creator qui se déroulera le 23 mai prochain à Bordeaux face à une équipe britannique. 40 000 personnes sont attendues, les réservations sont ouvertes. Parmi les joueurs sélectionnés, le comédien humoriste Artus et l'ancien capitaine du 15 de France Thierry Dussautoir, Gillian Tompote, Paul Dena ou encore Étienne Moustache. Bref, une équipe complètement improbable. 10 joueurs par équipe s'affronteront sur le terrain durant 3 mi-temps de 20 minutes. Le match sera diffusé sur Twitch via les chaînes de Diego Sartu et Canal+, du grand spectacle. La France dans tous ses états, le face-à-face. Bienvenue sur Sud Radio. On est bien sur Sud Radio en ce jeudi 19 février. Il est 13h05. Je reçois une personne très importante qui s'appelle Virginie Martin, qui mène un combat certain, et elle a rédigé aux côtés de Bruno Cotresse un document. C'est un traité, c'est un document, c'est un essai en même temps qui s'appelle Jeu de pouvoir. Jusque-là, ça va, Jeu de pouvoir. Mais attention, il est analysé sous le prisme des séries télévisées quand les politologues regardent des séries. Regardent des séries. En 2 mots, et vous allez expliquer, Virginie Martin, à quoi consiste. Aujourd'hui, le débat politique, les orientations politiques ne sont peut-être plus inspirées par des grands récits de l'histoire, mais par des séries télévisées du monde entier, américaines notamment, mais françaises aussi. Et vous avez considéré qu'en consultant différents politologues, de leur demander de décrypter chacun une série télé, on a aujourd'hui un tableau du discours politique, des orientations, de la philosophie politique qui est aujourd'hui en cours. Comment vous est venue cette idée de faire cette compilation et cette synthèse de ce série de jeux de pouvoir? D'abord, merci pour l'invitation, Perico. L'idée nous est venue parce que, voilà, moi, ça fait une dizaine d'années que je consacre beaucoup de temps à regarder et à analyser des séries. Évidemment, peu à peu, à force de les regarder, on voit à quel point c'est un objet de soft power absolument incroyable. Le Japon est devenu quasiment une coqueluche internationale grâce aux séries, les mangas, la Corée, évidemment, depuis bien longtemps les États-Unis, Israël. Enfin, c'est absolument colossal en termes de puissance narrative et d'imaginaire que ça déclenche.
Et finalement, je me suis dit, tiens, ça ressemblerait à une sorte de traité de sciences politiques, mais bien plus accessible, qui passe par l'imaginaire, par la chair, par la fiction. Et donc voilà, toutes ces séries ont été rassemblées dans ce livre avec les meilleurs politologues d'entre nous, et on en est très heureux. Comment vous est venue cette conscience que, aujourd'hui, le phénomène de la série télévisée pouvait être une source d'inspiration, que peut être un vivier d'orientation politique, de décryptage, de description, qui permettent aujourd'hui à des candidats, à des partis politiques, à des mouvements, à des élus, de puiser dans cette réalité, parce que, si je comprends bien, les réalisateurs, les producteurs de ces émissions le font aussi dans le sens d'un message à faire passer, bon ou mauvais, acceptable ou pas acceptable. Et là, vous avez dit, bon, on va choisir. Donc, c'est vous qui avez choisi les séries, ou ce sont les politologues que vous avez consultés qui vous ont dit, moi, je voudrais parler de celle-là ou celle-là. Genre, Benjamin Morel sur le Parlement ou Gaël Brustier sur The Young Pape. Ou c'est vous qui avez dit d'abord, voilà les séries que nous avons sélectionnées avec Bruno Cotresse, et on voudrait un décryptage. On a fait un peu les deux, en fait. On a d'abord convoquer, si je puis dire, et inviter nos amis et collègues, parce que c'est un livre d'amitié aussi, il faut le dire, il faut le préciser. Et donc on leur a demandé, à chacun finalement, prends ta série préférée. C'est que des pointures, hein, je précise. C'est Michel Vivorca, c'est Janine Mossus-Slavo, c'est Arnaud Mercier. Et on sent qu'ils ont pris plaisir à écrire ce texte, un peu de façon inattendue. Bon, je pense que le phénomène, ils le connaissaient, ils l'ont eux-mêmes souvent dénoncé ou souligné. Et là, ils sont allés sur le terrain, et leur description, la collusion qu'ils font entre le programme, la nature, le contenu de la série télévisée et ensuite le discours de l'homme politique, il est fascinant. Pour ça, j'encourage toute la classe politique à lire ce bouquin jusqu'au sommet de l'État. C'est très éclairant. Conclusion, il y a une vraie collusion, je veux dire, entre maintenant l'univers de l'écran télévisé et ce qu'on entend et ce qu'on voit dans le monde politique mondial. Oui, on peut dire qu'il y a une collusion, parce que par exemple, certains communicants ou directeurs de cabinet ou autres, ou journalistes politiques, sont aujourd'hui consultés par les scénaristes et par les producteurs. Parfois, ils sont eux-mêmes scénaristes, ils ne sont pas simplement consultants. Donc, on voit bien, de toute façon, déjà, en termes de professionnalisation, si je puis dire, les producteurs de séries vont chercher dans les professionnels qui font de la politique, justement, leur inspiration directe. Et en contrepoint, bien entendu, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on voit bien le côté mise en série, mise en communication, mise en publicité de plus en plus forte, évidemment, de la classe politique et de la communication politique. On le voit. Regardez, on a eu à un moment donné, je crois que c'était chez les jeunes, Macron, qui disait Macron, acte 1, acte 2, saison 1, saison 2, saison 3. Même le vocabulaire est devenu le vocabulaire de la série et de la fiction en série. Donc ça aussi, bien entendu, après c'est tout le monde de la rapidité, du TikTok, de l'instagramisation de la politique, c'est tout ça aussi qu'on voit dans ces séries. Mais on le voit, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est vrai que le livre réunit les meilleurs politologues, certes, mais en même temps, on passe par la chair, on passe par les intrigues, par la fiction, comme je le disais tout à l'heure, par l'imaginaire. Et c'est vraiment fascinant de ce point de vue-là, parce que on passe derrière le rideau, on va dans les coulisses en définitive. Et évidemment, l'intrigue nous tient, et en même temps, on fait de la politique. On est loin des Dames de la Côte, des Rois Maudits, de Château-Vallon, où il y avait peut-être un message, allez le savoir, il faut aller le chercher loin. Là, vous dites bien, les producteurs, les scénaristes introduisent dans leur scénario une forme de message, où il crée un contexte politique qui peut permettre une inspiration, qui peut permettre à des hommes politiques de venir puiser quelques éléments. C'est une pratique américaine, c'est ce qu'on appelle le soft power un petit peu. Oui, en tout cas, c'est le soft power, ça serait plutôt, si vous voulez, de rendre puissant un pays. Et par exemple, de rendre la Maison Blanche comme faisant partie de notre imaginaire quasi quotidien, parce qu'on la voit dans toutes les séries et dans beaucoup de films américains. C'est ça un petit peu aussi, c'est rendre familier et familière certaines figures. Mais là où ça peut avoir de l'influence, parfois cynique, attention aussi, de la mauvaise influence, parce que ça donne quand même de la politique, un
un côté cynique, manipulateur, ancré sur la communication. Ça aussi, c'est pas non plus... toutes les séries ne sont pas, je sais pas si vous la connaissez, mais The Designated Survivor, qui est très gentillette, si je puis dire, en termes de gestion de pouvoir. Là, typiquement, dans une série comme Scandale, c'est beaucoup plus violent et c'est beaucoup plus cynique, comme on avait vu à l'époque en France avec Baron Noir, ce qu'on avait vu avec Baron Noir. Est-ce qu'on peut considérer que la France a mis du temps à comprendre que c'était un vecteur du récit, et donc des mythes collectifs? Parce que là, on est dans le mythe collectif. On est vraiment dans le mythe collectif, absolument. Et la France a encore du retard. C'est clair, attention. Ça apparaît clairement. Mais ça apparaît clairement. Alors, on aurait pu prendre aussi, qui est fait quand même aussi par de la production française, Les Sauvages, avec Roche Dizem. Oui. Ça aurait pu être intéressant. Ce n'est pas dans le livre. En revanche, on a pris, évidemment, La Fièvre en place. Dans l'ombre, c'est, rappelons-le quand même, c'est tiré du livre d'Édouard Philippe, au tout départ, bien sûr. Et de Gilles Boyer, et ça a donné donc cette série sur France Télévisions. Et là, La Fièvre, voilà, il y a quand même des productions vraiment 100% françaises, ça existe, ça commence à exister. Ils sont classés par chapitre. On commence le premier par catégorie, sans sonnerie. On commence par la première partie pouvoir, élection, institution. Ensuite, il y a communication politique, récit et opinion publique, tension démocratique. Tout ça est très classé avec des analyses très pertinentes. Et violence, trauma et conflits. On reprend La Fièvre, par exemple, de Éric Benzekri. On est quand même là, pour le coup, ça nous touche. C'est dans une lecture républicaine universaliste. C'est au chapitre communication politique. On voit bien qu'il y a un message politique très clair. Et c'est Charles Biondi qui l'analyse. C'est Charles M. Biondi, exactement, politologue aussi. Oui, le message politique est très clair. C'est cette radicalisation via les réseaux sociaux qui est montrée dans La Fièvre, cette hyper-fragmentation, cette société du like, cette société aussi de l'attention, où il faut évidemment être toujours plus outrancier si on veut capter l'attention. C'est ça, en fait, le problème. Et là, aujourd'hui, on le voit. Et si vous voulez, c'est aussi, évidemment, ces extrêmes droites, ces extrêmes gauches qui vont jouer avec ces réseaux sociaux de plus en plus. Mais à un moment donné, il va y avoir ce que Charlène appelle une performativité, en fait, de la technologie. Une performativité, c'est quoi? C'est que finalement, ces réseaux sociaux amènent de plus en plus de radicalité, et qui peuvent tout d'un coup atterrir sur le réel. C'est bien ça, ce qu'on est en train de vivre cette semaine. Et en tout cas, on le voit bien dans ce livre. Je rappelle le titre. Jeu de pouvoir, Virginie Martin et Bruno Cotresse. On parlera un petit peu de Bruno Cotresse qui n'est pas là. Quand les politologues regardent des séries. Vous êtes sur Sud Radio. Vous restez avec nous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je voudrais avoir votre avis parce que je sais, vous regardez tous la télévision. Vous savez ce que sont les séries télévisées. Je suis persuadé que vous vous êtes souvent posé la question. Mais est-ce que là, il y a un message subliminal? Ou lorsque vous entendez un homme politique parler, ne s'est-il pas inspiré quelque part de telle série télévisée? Ou tout simplement, est-ce que cette doctrine ne nous vient pas des États-Unis à travers le grand écran? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire subliminalement laver le cerveau? Et c'est bien ce que soulève dans ce livre Virginie Martin. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Virginie Martin se fera un plaisir, une joie ou d'éclairer vos doutes, ou d'apporter la précision qui vous manque pour bien décrypter ce phénomène politique qui est celui de notre temps. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. On a donc appris hier que 2 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud. Nous sommes bien sur Sud Radio. Oui, il y a des assistants parlementaires qui font des bêtises, mais moi je suis avec Virginie Martin. Je cherche aussi le nom de Bruno Cotresse parce que il est important de dire ce sont deux. Vous êtes des observateurs tous les deux de la vie politique française. Depuis longtemps. Voilà, et nous essayons de comprendre en quoi les séries télévisées peuvent influencer le débat politique et les orientations politiques de certains leaders. Dans la Somme, il y a beaucoup de séries qui sont citées, elles sont décryptées par des politologues. Virginie Martin, quelle est celle dont on peut dire qu'elle est bien représentative de, la démarche que vous allez faire, ce livre, le contenu? Ça dépend. Elles sont toutes parlantes. Oui. Alors, par exemple, sur la communication politique, qui est quand même quelque chose aujourd'hui d'extrêmement important, je pense que c'est Scandale qui est la plus intéressante, parce que c'est vraiment le travail de cadrage, recadrage des scandales politiques. Alors, ils peuvent être économiques, financiers, sexuels, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est comment, en fait, ce génie
qu'est Olivia Pope, qui est donc l'héroïne finalement de la série Scandale. Comment est-ce qu'elle va gérer la crise, les crises. Donc, comme là, on est dans le chapitre communication politique. Voilà, mais ça, c'est extraordinaire. Et oui, mais c'est vraiment extraordinaire parce que qui est au cœur du débat actuel. C'est au cœur du débat actuel. C'est au cœur. On le voit tous les jours. Il y a ce qu'on appelle le cadrage, le contre-cadrage. Il y a les sophismes. Il y a tout cela. Et Olivia Pope travaille comme cela tout le temps, avec aussi les images, comment on met en scène. Physiquement, en photographie, justement le récit, c'est extraordinaire. Virginie Martin, vous avez voulu le traiter vous-même, ce chapitre-là. Scandale, oui. Scandale. Pourquoi vous avez voulu faire vous parce que je suis vraiment fascinée. Je trouve que c'est une série qui est très 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 bien conçue, très bien montée. Ça fait. Je l'ai aussi regardé plusieurs fois. Pour nos auditeurs qui ne savent pas, qu'est-ce que Scandale ? C'est une série qui parle de quoi ? C'est une série, oui. C'est américain et c'est Olivia Pope qui est une relation. Enfin, elle est au départ, elle s'occupe des relations presse. Et puis finalement, elle finit par être une gestionnaire de crise. Donc une communicante. Oui, voilà, mais elle finit par être une gestionnaire de crise de la Maison Blanche. Et donc voilà, et la mise en scène est extraordinaire. Il y a des spin doctors derrière, des spin doctors, donc des directeur de la communication et directrice de la communication. Il y a les stratèges du pouvoir, les mots-clés, qu'est-ce qu'on va dire, il y a aussi les conférences de presse. Mais en même temps, ce qui est sympathique dans la série Scandale, c'est que c'est aussi... c'est tellement intriguant, c'est tellement fort qu'il y a aussi de l'émotionnel. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'adore aussi dans les séries, c'est qu'on fait de la politique sans le savoir. On rentre dans la politique la plus classique sans s'en apercevoir parce qu'on va rentrer évidemment via les émotions. Scandale est une série américaine. Elle parle bien de situations qui sont à Washington, à la Maison Blanche. Pour autant, on voit bien, et en le lisant, je me suis dit que vous n'aviez pas des arrière-pensées, vous faites quand même une collusion entre... Alors on va parler le rapport entre les médias et la politique. Aux États-Unis, on sait ce que c'est, et la presse a souvent fait tomber des présidents des États-Unis, et quand elle déclenche un scandale, ça va jusqu'au bout. C'est Mediapart puissance 1000. En France, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, à travers Scandale, des relations entre les médias et la politique ? C'est un vrai sujet, nous sommes bien d'accord. C'est un vrai sujet. Avec des zones d'ombre extrêmement douloureuses parfois. C'est ça, c'est un vrai sujet, parce que on a toujours envie de se dire que si, par exemple, Dominique Strauss-Kahn avait eu les mêmes déboires sur le sol français, peut-être qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été inquiété comme il a été inquiété aux États-Unis. Donc les Américains, là-dessus, sont beaucoup plus puritains regardant que nous. Les médias ne laissent rien passer, beaucoup moins. Ici, c'est vrai que les médias, quand il s'agit d'affaires privées et conjugales, jusqu'à un certain point, évidemment. Oui. Alors, il y a la vie privée et la vie publique. Voilà, c'est ça. On respecte la vie privée. On respecte la vie privée. Mais quand elle déborde, c'est évidemment l'histoire de Mazarine Pinjot et de François Mitterrand, qui était un peu un secret de polichinelle dans le tout Paris médiatique. Mais voilà, on respecte la vie privée. Ceci ne nous regarde pas. C'est comme ça qu'on le dirait en France. On voit très bien, dans une série comme Scandale, qu'on considère aux États-Unis finalement que votre vie privée, votre vie publique sont un continuum. En fait, c'est ça. Si vous n'êtes pas correct dans votre vie privée, vous ne pouvez pas être tout à fait correct dans votre vie publique. Et donc, on parle évidemment de Monica Lewinsky dans le livre, parce que dans Scandale, ils en parlent. Voilà, donc c'est un grand changement de paradigme éthique et moral, évidemment. Virginie Martin, les journalistes de culture anglo-saxonne, anglais-américains, vous disent « Nous ne prenons même pas un café avec un homme politique. C'est une interview au téléphone ou dans leur bureau. On vient avec notre calepin. On se serre peut-être la main, bonjour, au revoir. Voilà, il n'y a pas la moindre intimité. En France, nous avons des journalistes politiques, des patrons de presse, dont vous apprenez qu'ils sont allés au baptême du ministre, qu'ils ont été dans l'avion du ministre. Là, bon, l'affaire Epstein en a révélé quelques-uns, mais j'ai connu autour de moi. Alors, ils vous disent, oui, mais j'ai obtenu dans cette intimité, cette confidentialité, des renseignements que j'aurais pas eu dans une relation très solennelle. Ça se finit souvent avec des grands patrons de presse. Je pense à François-Olivier Gisbert, pour lequel j'ai une estime infinie. On est en relation assez proche du chef de l'État, de l'homme politique. Il se confesse, on prend des notes, et puis quand il est plus au pouvoir, on balance. Et ben alors, attention à côté de qui on est. Est-ce qu'il n'y a pas quand même j'allais dire, des relations particulières, voire malsaines, entre la presse politique et la classe politique française? Dans certains cas, pas toujours, bien entendu. Dans certains cas, oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi des journalistes politiques, et j'en connais, qui ont cette ligne, justement. Jamais de déjeuner avec un politique. Voilà, c'est une ligne. Mais c'est souvent des gens qui ont
travailler à l'étranger. Effectivement. Il y a une éthique. Donc là, vraiment, il y a une éthique. C'est ça. Et ils n'ont pas fait toute leur classe en France. Et du coup, ils ont appris ailleurs, finalement, leur métier aussi de journaliste politique. Qui est dans la charte des journalistes. Pas de collusion. Alors, est-ce que pour avoir le renseignement, Jean-François Cade, mon maître, me disait, pour avoir une information, il faut presque, j'allais pas, entre guillemets, il faut peut-être violer les règles pour avoir l'information que Sansan ne te donnera pas. Ou pas. À quel prix? Ou pas, parce qu'une fois que vous êtes dans cette intimité, on le voit, on est tout de suite après dans la retenue, on fait attention, on n'ose plus dire exactement ce qu'on pense, parce que peut-être qu'après le deuxième déjeuner se passera pas bien, et puis peut-être il n'y aura pas de troisième déjeuner, parce que l'homme politique aussi, ou la femme politique, elle attend quelque chose de ce déjeuner. Donc c'est un peu du donnant-donnant. Donc la frontière un peu étanche n'est pas si mauvaise, je pense. Alors, la reine du Sud, Michel Vivorca, une figure, hein, il parle de narcotrafic et violence nord-sud. La reine du Sud, parlez-nous de cette série. Pourquoi Vivorca l'a choisie? Qu'est-ce qu'elle raconte qui fait que Vivorca a pu nous faire cette analyse si pertinente? Mais je pense que Michel Vivorca avait très envie de parler de violence, vraiment. Et la Reine du Sud, c'est quand même le laboratoire de la violence. On est dans le narcotrafic entre le sud de l'Amérique et les États-Unis. On est vraiment dans ce laboratoire de la violence. Et je crois que Michel avait très envie aussi de raconter cette banalisation de la violence dans le cadre du narcotrafic. Et je trouve qu'il a eu quelque part une intuition très forte. Aujourd'hui, on parle de narcotrafic quasiment tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus, dans laquelle la Reine du Sud nous embarque. Mais la Reine du Sud est intéressante, et Michel le dit, je crois. Il dit, attention, elle ne banalise pas la violence. Il y a toujours une violence pour quelque chose. Pour quelque chose. Mais ce que décrit Michel dans le cadre du narcotrafic et de ce laboratoire de la violence qu'il décrit via la Reine du Sud, il dit, là, à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on est violent. En définitive, on ne sait même plus ce qu'on défend. Est-ce que ce sont toutes des bonnes séries où il y en a qui sont pas très bonnes sur le plan artistique, télévisuel, mais dont le message est très fort, et d'autres qui sont au contraire, elle est très bien tournée, qui sont captivantes, et dont le contenu est un petit peu plus faible? Est-ce que vous... Celle qui est sublime à la fois dans les messages, dans la page d'histoire qu'elle tourne et dans la réalisation, c'est Mad Men. Oui. Évidemment, hein, c'est vraiment le début de la communication politique et du marketing politique dans les années 60. C'est Philippe Marlière qui la traite. Exactement. 50-60 aux États-Unis, c'est une page d'histoire. Cette série, c'est bien plus qu'une série, c'est une encyclopédie. Donc là, c'est extraordinaire et la forme et le fond sont absolument parfait, vraiment, les deux sont parfaits. Il y a des séries peut-être un peu plus faibles, comme En Place, par exemple, qui va raconter l'ascension d'un jeune noir de banlieue et qui va essayer d'être président de la France. Donc la série est truculente, elle est ironique, elle est drôle, elle est humoristique. Bon, la réalisation n'est pas extraordinaire, mais on rentre quand même dans des vrais sujets. Voilà comment des gens issus de la diversité peuvent arriver au sommet du pouvoir en France, comment on passe de l'autre côté du périph' pour revenir dans le centre parisien. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont intéressantes et qui sont traitées par le spécialiste de la communication politique en plus, Arnaud Mercier. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur Dans l'ombre, une campagne présidentielle pas comme les autres. Vous la traitez avec Bruno Cotteret justement. Ouais. On va faire on va marquer une petite pause. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez vu la teneur de mon échange avec Virginie Martin. Vous connaissez toutes ces séries télévisées. On va parler de Parlement. On a parlé de La Fièvre, The Good Fight, Years on Years. C'est vrai que c'est En Thérapie. Là, on a parlé de La Reine du Sud, Faouda. Si vous en avez vu, et surtout dites-nous, appelez-nous pour les dire oui, effectivement, on a l'impression que la classe politique, que le discours politique français est influencé non plus par Victor Hugo, Zola, Saint-Simon, mais par des séries américaines ou françaises. Et ça explique peut-être des choses qui se passent aujourd'hui. On se dit, mais comment ça se fait? Voilà, vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio. On retrouve Virginie Martin dans quelques instants. 10-14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas.
Mais on est très bien sur Sud Radio en ce jeudi 19 février parce que je reçois Virginie Martin. Je reçois souvent des hommes politiques, des économistes, des enseignants, des gens qui viennent raconter la souffrance ou les joies de la société française. Et Virginie Martin, vient nous parler de l'influence des séries télévisées dans lesquelles nous vivons. J'en ai ras-le-bol des séries télévisées et on dit la France va mal parce qu'il y a trop de séries télévisées. C'est pas qu'elle va mal, c'est qu'il y en a qui puisent à l'intérieur de ces séries télévisées leur discours politique, leur orientation. Si ce n'est pas que la série télévisée elle-même a été conçue pour proposer un programme ou un discours politique à nos élus. Virginie Martin, le premier chapitre abordé, première partie pouvoir, élection, institution, dans l'ombre, une campagne présidentielle pas comme les autres. Alors vous l'écrivez avec Benoît Cotresse, on est bien dans la campagne présidentielle telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Absolument, avec ses coups bas, ses pièges. C'est une campagne. On voit la violence, vraiment. C'est une série assez brute. Les réalisateurs l'ont voulu comme ça? Absolument. Ils l'ont voulu comme ça. En plus, je les ai rencontrés. Donc, effectivement, ils ont voulu garder, si vous voulez, cette brutalité de la politique. Est-ce qu'on peut les classer politiquement? C'est ce qui n'est pas interdit. Est-ce qu'ils peuvent être plutôt de gauche, de droite? Les réalisateurs en général, ils sont eux-mêmes? Ils sont plutôt... Alors, même en France, globalement, ça ne veut pas dire tout le monde, attention, ils sont plutôt dans le camp, on va dire, progressiste. Ils sont aux États-Unis très anti-Trump. Ils sont plutôt du côté de tout ce qu'on peut appeler diversity, pour le dire en anglais, ou ce que certains appellent en France wokisme, un mot qui ne me plaît pas du tout, mais que j'emploie pour faire plus simple. Ils sont plutôt là-dedans. Ils vont quand même valoriser les minorités visibles, les femmes, tout ce qui est un peu marge de la société. Il faut un peu passer leurs opinions. Ils ont le droit. Bien sûr. C'est peut-être ça qui les motive au départ, et ça retire rien à leur talent, à leur sincérité. Et regardez par exemple les chroniques de Bridgertown qui sont faites par Shonda Rhimes. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une femme afro-américaine et c'est vrai qu'elle prône en définitive une diversité. Elle revoit finalement un passé tout à fait campée dans l'histoire. Elle va mettre des personnages noirs à l'intérieur pour justement un peu choquer et bouleverser les représentations dominantes. Donc on voit bien le message politique, il est extrêmement clair. C'est pareil aussi sur les orientations sexuelles. Il y a beaucoup dans les séries, il peut y avoir beaucoup de personnages qui sont gays, lesbiens, etc. Virginie Martin, y compris dans les séries françaises, on voit bien qu'il faut les quotas de minorités, que ce soit la pigmentation, que ce soit l'orientation sexuelle, dans les publicités. Est-ce que ça, alors on sort un petit peu du sujet des séries télévisées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un code, il y a un dogme où il faut faire attention à n'oublier personne et à créer la diversité, quitte à ce qu'elle soit quelquefois artificielle ou qu'elle ne représente pas une réalité sociologique? Alors, je ne sais pas si il faut cocher, mais en tout cas, il est important peut-être de représenter le plus de monde possible, en définitive. Parce que quand vous regardez une série ou un film... Ça rassure qui? Je vous explique. Quand vous regardez une série ou un film, le processus d'identification qu'on a bien étudié dans le roman d'antan, à un moment donné, il faut que vous puissiez un peu vous identifier. Si par exemple vous avez une série où il n'y a pas une seule femme de pouvoir, vous allez finir par vous identifier, je sais pas, à la maman, à la secrétaire, à la serveuse, mais pas à la communicante, à la présidente de la République, à la sénatrice, etc. Donc c'est difficile aussi de ne jamais pouvoir faire ce processus d'identification. Vous voyez, donc il ne faut pas non plus complètement caricaturer ces cases qui sont peut-être cochées. Et c'est vrai qu'elles peuvent être ici ou là caricaturales. Je ne dis pas le contraire. Mais vous comprenez bien qu'à un moment donné, si vous ne vous adressez pas à tout le monde, votre public, vous le perdez aussi. C'est aussi une histoire marketing, attention. Vous pouvez perdre votre public. Si aujourd'hui, vous faites une série, par exemple, vous parliez Dans l'ombre, série écrite au départ, inspirée du livre d'Édouard Philippe et Gilles Boyer. Dans l'ombre, l'homme est en fauteuil roulant, est en situation de handicap, et en face, sa concurrente est une femme, puisque c'est une concurrente, et elle est jouée par Karine Viard. Donc on voit bien, effectivement, que là, même dans une série très brutale politiquement dans la campagne, eh bien oui, on représente quand même, en tout cas, des fragilités. Alors, vous parlez de handicap. Typiquement, page 38, le sous-chapitre, c'est le handicap, point aveugle de la science politique et de la politique. Vous écrivez, cependant, cette figure reste exceptionnelle et pose la question du modèle dominant d'intégration politique. Faut-il être exceptionnel pour être accepté?
En revanche, il peut être mobilisé comme une figure d'unité. L'individu en fauteuil n'est pas perçu comme un danger pour l'ordre établi, mais plutôt comme une figure pouvant fédérer, une fois dépassé le stigmate, par le dépassement et la résilience. Virginie Martin, je peux pas me dire, vous avez été touchée par le handicap. Absolument. Vous êtes battue, vous avez écrit, vous l'assumez. Vous en avez fait d'ailleurs, vous êtes une des personnes qui en France en a fait un enjeu politique. Et aujourd'hui, le handicap fait partie des revendications, des prises de conscience. Et vous êtes reconnu, je connais bien le monde du handicap, vous êtes reconnu comme une penseuse de la chose. Vous avez introduit cet élément dans l'ombre. C'est aussi un vrai sujet. Est-ce qu'un homme politique en fauteuil roulant, comment s'appelait cette série télévisée américaine où l'inspecteur était en... L'homme de fer. L'homme de fer, vous vous souvenez, on était là, et c'était le fait qu'il était en fauteuil roulant qui donnait encore plus, j'allais dire, de pugnacité à sa détermination. Faut le vivre comment aujourd'hui un handicap quand on est en politique. En politique. C'est d'abord une exclusion. C'est une exclusion. Vous le maintenez, ça, c'est une exclusion. Bien sûr. Vous êtes en fauteuil roulant, par exemple, ou admettons, prenons le cas du fauteuil roulant. On sort du rail, ou de la mobilité réduite, en tout cas. On peut aller aucune part, surtout. Déjà. Enfin, dans les locaux de Sud Radio, oui. Mais on peut aller aucune part. Alors, vous dites, tous les médias sont pas... J'espère que vous êtes bien reçus. Voilà. Ici, oui. Ici, non, mais vous êtes rentré en marchant. Voilà, tout à fait. Mais il y a des médias où les choses sont pas forcément prévues. Il y a un média que je ne citerai pas, que je ne peux pas faire, parce qu'ils ne peuvent pas accepter les personnes à mobilité réduite. Hallucinant. De grande audience ou dans sans nommer le nombre? Enfin, oui, une audience assez importante quand même. Je pense que le simple fait que vous les interpelliez, à mon avis, ils vont trouver une solution. Je ne sais pas, ils le regrettent, mais qu'est-ce qui est fait? Rien. Donc en politique, ça veut dire qu'il y a plein de lieux où vous ne pouvez pas accéder. Or, la politique vous demande d'aller partout, d'être partout tout le temps. Vous voyez? Donc évidemment que tout mouvement de la part d'une personne en situation de handicap devient extrêmement complexe. Alors évidemment, là, dans la série, il est très accompagné, on s'en doute, il y a une équipe de campagne et compagnie. Mais ce qui est fabuleux, je trouve, dans cette série, qui a peut-être été un peu sous-évaluée, parce que son audimat n'est pas génial sur France Télé, c'est à la fois la figure du héros, que doit être ce président de la République, la rencontre d'un homme et d'un pays, etc. Et en même temps, on le voit souffrir profondément dans sa chair quand il fait ses séances de rééducation avec son kiné. Et ça, c'est extraordinaire. Néanmoins, pour le meeting final de la campagne présidentielle, évidemment qu'il se doit de se lever de son fauteuil. Et donc, il doit quand même ressembler à un héros. C'est le discours d'un roi où Georges VI doit maîtriser, il consulte d'ailleurs un spécialiste pour maîtriser son bégaiement. Voilà. Et exactement. Il fait son discours et il ne bégaye pas, et il y a une préparation psychologique. On a tous en tête l'image du président Franklin Roosevelt à la fin de la guerre au sommet de Yalta. Il est frappé de polio, il n'y a pas de fauteuil roulant, il est dans sa Jeep, et Winston Churchill est à côté de lui, et le tient par le bras. C'est une image très forte. Ils viennent de gagner la guerre mondiale, ils vont la gagner, et on sent que voilà, les deux sont... Il y a celui qui peut marcher, celui qui peut pas marcher, mais malgré son handicap, il a écrasé Hitler, malgré le fait qu'il soit dans une Jeep. Après l'ombre, il y a d'autres sujets. Je voudrais quand même qu'on dise un petit mot, parce que... J'apprécie beaucoup Benjamin Morel, qui est un décrypteur pertinent, un politologue, un observateur. Parlement, est-ce que on peut s'approprier? Est-ce que la série permet de donner les codes de l'appropriation de l'institution? Pas évident, ou peut-être au contraire. Je ne vais pas dire qu'il a ramé, mais dans le texte, on sent qu'il, voilà, on voit bien où il veut en venir. Mais non, c'est difficile, parce que c'est une série... ironique, humoristique. Dites-nous en deux mots ce que c'est, Parlement, comme ça. Parlement, c'est vraiment, c'est l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui suit donc un parlementaire européen qui ne comprend strictement rien à l'Union européenne, qui ne sait même pas ce qu'il fait là, et lui essaye de se débrouiller de ce magma d'incompétence, et aussi du cynisme, finalement, quelque part, qui est aussi dans cette Union européenne, et puis que les gens sont complètement largués dans ces couloirs extrêmement bien filmés dans la série. Donc c'est une série extrêmement drôle. Et il y avait aussi un petit côté, moi j'aimais bien remarquer cela, c'est que tout le monde continue à parler en anglais au Parlement,
alors que l'Angleterre n'est plus là. Et c'est tellement drôle aussi et tellement ironique de voir cela. Victoire de la langue anglaise, Merveille. alors que voilà, au Parlement européen, on aurait pu penser, en plus qu'un des deux est à Strasbourg, l'autre est à Bruxelles, que la langue française aurait été. On parle français aussi, bien sûr. Oui, Parlement. Alors vous avez vu que les assistants parlementaires sont un petit peu au cœur de l'actualité. Absolument. En ce moment. Ceux-là sont très gentils. Ceux-là sont gentils. Rassure, ils ne tuent pas, ils ne cassent la gueule de personne. Ils essayent juste de se débrouiller. Voilà. Et on sent bien que Benjamin Morel, qui est baigné dans ce milieu politicien français, voit bien qu'il y a aussi des intrigues de couloirs, quels que soient les cabinets, les institutions. On voit bien à travers ces séries télévisées et les différentes analyses, il y a quand même un peu les noirceurs de l'âme humaine qui apparaissent, et aussi les gens qui sont habités par des convictions sincères. On voit bien la différence entre certitude et conviction. Ces séries télévisées les font ressortir. Et donc, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y en a dans le lot que vous avez fait dont on peut écouter l'enseignement, dont on peut suivre la recommandation? Elles sont positives. C'est pas Saint-Simon, c'est pas Victor Hugo, je suis d'accord, mais quelque part, les problèmes qu'elle pose et la façon dont elle les pose sont respectables, et qu'un homme politique s'en inspire, c'est pas si grave que ça finalement, par rapport à d'autres qui peuvent vous envoyer dans le mur. Sur les séries qu'on a choisies, peut-être que celle qui est très dure, mais qui peut-être peut être vraiment inspirante sur les victimes du terrorisme, c'est En thérapie, que fait Janine Mossus-Lavo, la brillante politologue Janine Mossus-Lavo. Et En thérapie, la psychanalyse est-elle politique, voilà, c'est la question qu'elle pose. La psychanalyse est-elle politique, et voilà, c'est... Alors, c'est un chapitre un petit peu plus dense au niveau lecture. C'est ça. D'un certain niveau, alors formidable, voilà, mais il faut s'y poser un peu plus longtemps. Et ça soulève un problème essentiel. C'est ça. Le post-traumatisme, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, voilà, en tout cas, c'est vraiment important. Je trouve que c'est un enjeu important. Je trouve aussi, peut-être, sur la question du financement des partis politiques. J'ai traité dans le livre de la série The Good Wife, qui a une grosse audience. Formidable, The Good Wife. Formidable série aussi, très bien réalisée. Vous l'avez fait aussi avec Bruno Cotresse, celle-là. Voilà. Financiarisation du politique, une plongée dans le capitalisme électoral. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si on considère que finalement, plus on a d'argent, plus on gagne une campagne électorale. Référence américaine. Bien sûr. Bon, on sait que là-bas, ce sont des dizaines de milliers, des centaines de millions de dollars. Alors qu'en France, ici, on a la loi Rocard qui vous dit que si vous dépassez de 30 centimes votre café, vous êtes invalidé. C'est ça. Mais en plus, on le voit là, dans les campagnes électorales actuelles pendant les municipales, on voit vraiment la crainte des gens qui s'engagent sur ces campagnes municipales et qui regardent effectivement le moindre café, le moindre bic acheté, parce que ça va être un problème. Attention, ça va rentrer dans les frais de campagne. Donc il y a aussi une terreur, et je pense que dans ces moments où plus personne n'a très envie de s'engager en politique, ce couperet financier, il est très dur, il est nécessaire, attention. Mais là, c'est vrai que c'est devenu un petit peu angoissant. Vous parlez actuellement à des gens qui sont en campagne électorale, ils vous parlent plus des comptes de campagne que de leurs idées. Nous sommes avec Virginie Martin, co-autrice de Jeux de pouvoir quand les politologues regardent des séries télévisées. Un traité politique et pédagogique, faut dire ce qui est. Je veux dire, c'est un délice à rire. Appelez-nous au 0826 300 300. Je suis persuadé que vous avez forcément une idée sur la question. Est-ce que la télé nous bourre le mou? Et est-ce que les hommes politiques, au lieu d'aller faire leurs études, consulter les grands textes de l'histoire de France, les philosophes, les sociologues, ils regardent la télé et ça leur fait un programme clé en main pour gagner l'élection présidentielle. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galassou prendra votre appel et Virginie Despentes y répondra. Virginie Martin. Sélection de véhicules du 1er au 28 février, conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Nous sommes dans un très bon état parce que je reçois Virginie Martin qui a fait ce décryptage des séries télévisées, notamment américaines, françaises, dont pourraient s'inspirer ou dont se sont inspirées ou dont vont s'inspirer notre élite politique. Formidable. Au lieu d'aller puiser à la Sorbonne, et dans les universités, on regarde une série télévisée et on a le programme clé en main. C'est formidable, il n'y a pas à se prendre la tête. Virginie Martin, pourquoi la majorité de ces séries sont américaines ?
Parce que les États-Unis, historiquement, de toute façon, jouent toujours de leur soft power médiatique et fictionnel. Ça a été Hollywood et les grands films à une époque. Ils mettent beaucoup d'argent sur la table. Ils veulent vraiment que l'Amérique existe dans le monde. Et en fait, c'est vraiment une forme d'impérialisme culturel, ni plus ni moins. Mais ils mettent de l'argent, ils mettent les moyens. Et dans les séries aujourd'hui, ils mettent aussi beaucoup de moyens. Ils donnent beaucoup d'argent. Alors les scénaristes aujourd'hui se plaignent, c'est Netflix, etc. Bien sûr, mais néanmoins, il y a un argent considérable, il y a des producteurs qui veulent raconter des histoires à partir de l'Amérique. Le fric, ça crée tout de suite une différence avec ce qu'on peut faire en France. On a de bons scénaristes en France, on a des idées, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a pas de pétrole. Alors qu'eux, ils en ont. Et les idées, pour faire une série, ça ne suffit pas. Ça se passe comment ? Ils prennent 2 personnes, ils demandent un projet, un programme, ils les enferment dans une résidence de luxe. Exactement. Ils les enferment, ils en prennent 2, 10, 20. Et là, c'est quasiment un processus d'industrialisation d'écriture. Il faut vraiment comprendre ça. Mais c'est aussi extrêmement fécond. C'est-à-dire, c'est une espèce de ping-pong sans cesse. Il y a des centaines et des centaines de post-it sur les murs et qui vont bouger comme ça. On fait bouger les scènes. On crée des personnages très forts, extrêmement forts, auxquels on va s'attacher. Il y a aussi souvent, je dis pas toujours, mais souvent, un leadership. Il n'y a pas un groupe. Il y a une héroïne. Il y a un héros auquel on va peut-être plus s'identifier que s'il y a 10 personnes et finalement on finit par s'y perdre. Ça ne veut pas dire que les séries chorales de type 10% ne marchent pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Mais souvent, aux États-Unis, ils sont dans ce personnage pas unique, mais quasiment, ou en tout cas en duo parfois aussi. Virginie Martin, les yeux dans les yeux. Dites-moi la vérité. Vous avez fait ce bouquin avec une intention politique précise pour tourner la réalité en dérision, ou au contraire de dire non, ne désespérez pas, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas d'idée, regardez les séries télévisées, ça va peut-être vous inspirer, vous qui êtes nuls. Ça traduit quand même un certain niveau d'abaissement du niveau culturel de la classe politique française. C'est-à-dire que dans ces séries, le problème quand même, c'est que elle raconte les crises, elle raconte les intrigues, elle raconte la communication, elle raconte les gestions de scandales. Très grande diversité de thématiques, je suis d'accord. Tout ça, c'est extraordinaire, la géopolitique, avec Fauda, les traumatismes du terrorisme, etc., avec En thérapie, c'est extraordinairement riche. Mais ce qui manque, ce sont les programmes. Justement. On sort pas rassuré. Hein. C'est un chef-d'œuvre, c'est passionnant, ça révèle, ça raconte plein de choses. On sort pas rassuré. On se dit mais finalement, est-ce qu'on va être régi par des séries américaines ? Est-ce que notre élite politique ne pourra être inspirée comme elle lit plus hein, vous savez, qu'est-ce qu'il avait lu Hollande, le Petit Prince ? Il avait relu Le Petit Prince. Oui, je crois que c'était ça. Et puis Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, n'avait pas. Oui, c'est ça, exactement. Fleur Pellerin n'avait rien à lire. Exactement. Et là vous nous dites mais c'est pas grave, il y a des séries américaines. C'est pas grave. C'est pas Dallas, heureusement. C'est pas encore que dans Dallas. Encore que. Et certains partis politiques, on se demande si c'est pas Dallas qui les inspire. Mais regardez, par exemple, là, ils ont fait, je crois, chez Renaissance ou chez les jeunes avec Macron, je ne sais plus exactement. Je crois que chez les jeunes avec Macron, ils ont repris avec un grand bonheur le Forcheur de Macron et ils l'ont remixé, mais au profit de Macron. Voilà, c'est ça. Oui, au profit de Macron. Qui est à l'écoute. Et ça a été tourné en dérision dans le monde entier et ils en ont fait quelque chose. Bon, pourquoi ne pas retourner le stigmate, en effet. Mais on voit bien à quel point il y a une délectation, il y a une forme de façonnage Netflix de la vie politique, néanmoins. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les scénarios sont tous américains. Il y a quelques situations françaises. Est-ce que nous avons quand même, dans notre réalité, dans notre actualité politique, de quoi faire ? Si des Américains venaient, est-ce qu'on aurait chez nous, entre M. Sarkozy, M. Jacques Lang, M. Hollande, M. Mélenchon, est-ce qu'on aurait de quoi faire un petit peu un truc qui nous amuse le soir, un peu animé qui nous amuse, parce qu'elles ne sont pas toujours amusantes. Si vous prenez Years and Years, par exemple, c'est plutôt... Ah non, c'est tragique. Voilà, c'est tragique. Donc, on n'est pas sûr que ça soit très amusant. Pour que ce soit amusant, il faut le tourner de manière dérisoire et vouloir... Est-ce que l'actualité politique française est télégénique? L'actualité française est télégénique. Vous prenez, par exemple, le duo Bardella-Le Pen, on peut en faire 3 saisons. Vous prenez le psychodrame de Nicolas Sarkozy et ses quelques jours de prison, vous en faites une série. J'en passe et des meilleurs. Et évidemment, des événements extrêmement tragiques comme on connaît actuellement. On peut faire des séries, bien sûr que c'est extrêmement télégénique. Le côté jupitérien, narcissique de Macron est un personnage sériel par définition. Et
il y a aussi, par exemple, Volodymyr Zelensky, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il y avait une série Serviteurs du peuple. Il jouait le personnage principal, et le serviteur du peuple, c'était quoi? C'était lui le personnage principal. C'est déjà un acteur. C'est ça, c'était un acteur avant d'être un président. Virginie, est-ce que vous n'êtes pas tentée, tel que je vous entends, de passer un jour derrière la caméra? Derrière la caméra, j'en serais bien incapable, mais écrire des scénarios, oui, d'écrire un scénario bien et sûr, de tourner un film. Bien sûr, absolument, avec grand plaisir. Et il y a des situations aujourd'hui en France qui sont tout à fait... J'en ai quelques-unes dans mes tiroirs. Qui sont tout à fait filmables. Est-ce que là, on a, comme président de la République, on a eu des avocats, on a eu des intellectuels. Là, depuis quelque temps, on a des banquiers. Ce sont tous de très grands communicants. Et là, vous prouvez bien que la communication, aujourd'hui, est la matrice principale de l'endoctrinement politique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait avoir un acteur à l'Élysée, parce que autant passer de la série, de passer directement à l'acte, et d'aller de la série télévisée au poste ministériel ou au siège présidentiel. Mais Trump, c'est quoi, au départ? C'est un personnage de médias? C'est que ça? C'est que ça, c'est à la fois un grand financier d'agent immobilier, etc., qui fait de l'argent à New York, mais il est tout de suite dans la télé-réalité, il est tout de suite un personnage médiatique, il est tout de suite un acteur du paysage médiatique télévisuel. Vous étiez pas né, Yves Montand avait animé une émission qui s'appelait La Crise, et tout de suite après on avait dit Yves Montand président. Aujourd'hui on a quelques personnalités du spectacle. Coluche, c'était le cas, on a parlé d'Hanouna, on s'est dit est-ce qu'un acteur ne pourrait pas incarner une mission politique, alors que là dans votre livre, tout est prêt pour. Tout est prêt pour, oui, parce que des personnages, vous parlez d'Hanouna, on peut parler de Vincent Lindon dans un autre genre, et puis les gens peut-être sont prêts aussi à faire confiance peut-être à autre chose, un autre paradigme en fait. Voilà, on en a marre, on a essayé ça, on a essayé les énarques, on a dégagé les énarques, et puis on a pris ça, et finalement qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Mais c'est pas que les personnages ne marchent pas, c'est que la situation est trop complexe et nous dépasse tous finalement. Est-ce qu'on peut pas considérer à un moment donné qu'Emmanuel Macron est en train de tourner un film? C'est pas un quinquennat, un décennat, c'est une série télévisée qu'il nous anime. Alors il a des alliés qui s'appellent Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Il a des complices. Tout ça est une grande comédie, la comédie du pouvoir de François Giraud. Vous vous souvenez qu'il avait donné un film. C'est Trintignant qui jouait Mitterrand. C'était sur L'Enfant caché. On y revient, mais là cette fois c'est pas derrière la caméra. La caméra, elle est dans le palais présidentiel, elle est dans les ministères. Quand vous voyez l'épisode Forcher avec ses lunettes, qui réfléchissent J'y en plus pensais en disant ça. Mais franchement, on est, je pense, plus de la moitié de la population à avoir pensé que c'était de l'IA. Je suis persuadé que beaucoup de gens ont pensé que c'était un fake. Vous voyez? Vous ouvrez une lucarne, pas rassurante non plus. Exactement. Tout va finir avec l'intelligence artificielle, la fiction, la réalité, les programmes politiques. Il y a ça aussi. Il y a la porte ouverte, la porte est grande ouverte, effectivement, à la présence de l'IA. Donc ça veut dire des fake news. C'est quand même très problématique, véritablement. De savoir, et on le voit, c'est dans Years and Years, il y a cela aussi, parce que Years and Years, c'est sur le nationalisme. C'est une série passionnante, extrêmement forte, mais à la fin des saisons, on commence à intégrer la tech dedans. La tech, avec ses fake news, ses news, son intelligence artificielle, etc. Et là, on bascule presque dans une série très connue aussi, qui s'appelle Black Mirror, dont on ne traite pas, mais là, on arrive effectivement sur cette technologie toute puissante et qui peut nous raconter à notre place, en fait. Vous ouvrez des perspectives, je ne vais pas dire effrayantes, mais en tout cas effarante. Il va falloir maîtriser tout ça. On voit bien l'emprise, alors c'est l'emprise de l'écran, bien entendu. Bien sûr. Et puis on remplace toutes nos sciences sociales, nos sciences humaines par un programme télévisé. Et puis il y a qu'à puiser dedans. Je recommande la lecture Jeu de pouvoir parce que on peut dire a priori, oui, est-ce que c'est intellectuel? Il y a des moments où il y a un peu d'intellectuel, forcément, mais en même temps, ça raconte les choses telles qu'elles sont, et ça vous parle dans la réalité d'une émission de télé. Et on voit bien l'image séminimale. Vous vous souvenez la phrase de Patrick Lelay: mon métier consiste à mettre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola pour vendre mes produits. Exactement. Est-ce qu'un jour on n'aura pas des séries télévisées qui seront là pour mettre du temps de cerveau disponible au service d'une idéologie? Alors a priori c'est déjà fait, puisque Netflix va maintenant adapter les placements de produits à votre consommation qu'il aura repéré sur vos algorithmes d'achat. Bon, Virginie Martin, merci d'avoir été là. Avec plaisir. Votre présence, ça a été un échange passionnant,
un des plus pertinents que j'ai eu jusqu'à présent. Et je vous dis, au début, j'étais pas convaincu, mais il fallait le dire. Vous reviendrez parce que je pense qu'il y aura une suite. J'espère, j'espère. Et puis, si un jour vous passez devant la caméra, on viendra évidemment. Ça sera peut-être pas dans cette émission, mais vous viendrez nous dire comment la politique française est plus que jamais un spectacle. Quant à nous, je vous dis, oui, il va falloir attendre lundi pour se retrouver, puisque c'est jeudi. Demain, vous avez André Berkoff qui va reprendre cette émission avec la même vigueur, avec la même détermination qui est la mienne, qui est des celles de Sud Radio. Et puis là, je vous laisse en douceur. Alors, c'est le jeu de pouvoir, c'est le jeu de l'amour avec Brigitte Lahaye qui va me succéder. Je vous embrasse tous et je vous dis à lundi.